Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon assez longue consacrée à l'axiome du choix et à toutes les équivalences et à toutes les implications de cet axiome de la théorie des ensembles. Donc on est dans la théorie des ensembles et je vous rappelle qu'il y a une leçon complète très longue qui a été faite sur la théorie des ensembles de Zermelo, on appelle ça de Zermelo-Frankel. Alors Zermelo, mathématicien allemand, fin du 19e siècle, moitié du 20e siècle, c'est lui qui en fait a fondé la théorie des ensembles et notamment qui a inventé l'axiome du choix. Mais on a Frankel, l'israélien, qui a fait ses études en Allemagne, qui a amélioré le système, bien décrit le système, et donc on l'appelle la théorie de Zermelo-Frankel, on a souvent noté ZF. Alors, elle est composée, à la base, il y a 5 axiomes, auxquels on a rajouté 2 plus un axiome. Alors, on a rajouté l'axiome de l'infini, qui permet de construire n, l'axiome de fondation, qui permet d'avoir x n'appartient pas à x, quel que soit l'ensemble x. Ça fait 6 axiomes. Et on en a rajouté un troisième, qui est l'axiome du choix. On va noter AC. Et on a donc le système ZF, Zermelo-Frankel, donc les 7 axiomes, plus le 8e qui est l'axiome du choix. Ça fait 8 axiomes. L'axiome de l'infini, ça implique que, et ça on ne va pas refaire ce travail, que quel que soit x appartenant à n, x n'appartient pas à x. Alors ça permet de construire n parce qu'on part de vide, puis ensuite on construit le successeur de vide, on va reparler du successeur tout à l'heure, c'est-à-dire vide union l'ensemble qui contient vide, et puis ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, on peut dire que vide c'est l'entier 0, et puis l'ensemble qu'on vient d'obtenir, là c'est l'entier 1, puis ensuite on construit 2, et etc. Et justement, etc., c'est l'axiome de l'infini, qui permet de construire le successeur de x à chaque fois. Alors, donc l'axiome de l'infini permet d'avoir ça, mais si A est un ensemble quelconque, autre que n, rien ne permet d'affirmer que x appartient à A, implique que x n'appartient pas à x. Donc l'axiome de fondation, c'est un axiome qui dit que quel que soit l'ensemble x non vide, il existe y appartenant à x, tel que x inter y est différent de vide. Et cet axiome de fondation, il implique, que je note à f, que quel que soit l'ensemble x, x n'appartient pas à x. Il implique que x est différent du singleton qui contient x, et que x est inclus strictement dans S de x. Alors S de x, c'est x union le singleton x. Ça, c'est la fonction successeur qui permet de construire n. Démonstration, si x est égal à vide, x n'appartient pas à x, puisque x n'appartient pas à vide. Sinon, x est différent du vide. On applique l'axiome de fondation. Il existe y appartenant au singleton, tel que le singleton inter y est égal à vide. Donc y va appartenir au singleton x, donc il est égal à x. Et donc, ça fait qu'on a ça. Donc, comme x appartient à celui-là, eh bien, et que l'intersection est vide, ça veut dire que x n'appartient pas à x. Le petit 2, il faut démontrer que x est différent du singleton. Bah, c'est vrai pour vide, parce que vide, il appartient à ça, mais il ne peut pas appartenir à ça. Supposons que x est différent du vide. X différent de x, sinon x appartiendrait à x. D'accord ? Si x était égal à ça, x, comme il appartient au singleton, il appartiendrait à x, et on a vu que c'était faux grâce à l'axiome de fondation. Petit 3, S de x égale x union le singleton, ça implique qu'on a cette inclusion. Bah oui, ça implique qu'on a cette inclusion, c'est évident, hein, puisque x, il appartient au singleton, donc il va appartenir à S de x. Mais x est différent de ça. Pourquoi est-ce qu'il est différent de ça? Bah, tout simplement parce que x n'appartient pas à celui-là. D'accord? Donc l'inclusion est stricte. Voilà. L'axiome de fondation, ça implique qu'il n'existe pas de suite à i, tel que ai plus 1 appartient à i, quel que soit i appartenant à n. Démonstration, rappelons qu'une suite est une application A de n vers grand A qui est l'image de A. Donc A est différent du vide, donc on peut appliquer l'axiome de fondation, il existe y appartenant à A tel que y inter A est égal à vide.
y appartient à A, donc il existe I appartenant à n tel que y égale à I, donc AI inter A est égal à vide, mais AI plus 1 appartient à A. Donc ça veut dire que AI plus 1 n'appartient pas à I et c'est gagné. Alors remarque, avec l'axiome du choix, on démontrera que s'il n'existe pas de suite, que si on fait cette hypothèse, d'accord, alors l'axiome de fondation est vrai. L'axiome du choix, qu'on va noter AC, pour tout ensemble A non vide, il existe une fonction de choix f de P de A moins vide vers A qui vérifie f de t appartient à t, quel que soit t appartenant à P de A moins vide. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir choisir un élément dans chaque partie d'un ensemble, par exemple une chaussette dans une armoire, dans un tiroir, et dans une armoire qui contient des tiroirs. Bon, alors c'est pas compliqué, évidemment, si l'armoire a un nombre fini de tiroirs et qu'il y a un nombre fini de chaussettes dans chaque tiroir, mais et c'est encore faisable si les nombres sont infinis dénombrables, mais par contre, dans les autres cas, comment est-ce qu'on fait pour trier une chaussette dans chaque tiroir? Ben, l'axiome du choix va permettre ça. Alors, si A est égal à n, par exemple, il n'y a pas besoin de l'axiome du choix pour avoir une fonction de choix. Construit f de P de n moins vide vers n par, quel que soit t appartenant à P de n moins vide, f de t, le plus petit des entiers k qui appartiennent à f de t. Et ça, on peut le faire à chaque fois qu'on a une relation d'ordre sur un ensemble. Rappel, si AI est une famille d'ensembles non vides, I est un ensemble non vide, pi des AI est l'ensemble des applications f de I vers l'union des AI, qui vérifie f de I appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Eh bien, l'axiome du choix est équivalent à dire que cette hypothèse-là implique que pi de AI est différent du vide. L'hypothèse, c'est I différent de vide, et AI est une famille d'ensembles non vides. Démonstration, on suppose vrai l'axiome du choix, A est égal à l'union des AI, I appartenant à I, alors quel que soit I, AI est inclus ou égal à A, donc AI appartient à P de A moins vide. L'axiome du choix dit qu'il existe F appartenant à P de A moins vide en direction de A tel que F de T appartient à T, quel que soit T appartenant à P de A moins vide. Donc F de AI ici va appartenir à I, quel que soit I. Donc F appartient bien à pi de AI qui du coup est non vide. Réciproquement, si A est non vide, on prend I égale l'ensemble des parties de A privé du vide et U l'identité de I vers I. Quel que soit I appartenant à I, I est différent du vide, donc pi de I est différent du vide, et donc il existe f de I vers l'union des I appartenant à I, tel que f de I appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Alors d'après l'étoile qu'on va démontrer après, l'union des I appartenant à I, c'est l'union des I appartenant à P de A moins vide, ça fait A. Donc f est bien une fonction de P de A moins vide vers A. Et elle vérifie f de I appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Donc c'est bien une fonction de choix. Voilà. Et donc on a prouvé l'équivalence. Étoile, si E est non vide, l'union des X appartenant à P de E moins vide, c'est E. Démonstration, si T appartient à cette union, il existe X appartenant à l'union telle que... Oui, alors si T appartient à l'union, et donc il va exister X appartenant à P de E moins vide, c'est P de E moins vide ici, tel que T appartient à X. Mais X, cet X qui appartient à P de E moins vide, cet X, il est inclus dans E. Donc, comme T appartient à X, il va appartenir à E. Donc, à chaque fois qu'on prend T appartenant à l'union, eh bien, T appartient à E. Donc, l'union est incluse dans E. Maintenant, si je prends T appartenant à E, bah, je peux dire que E est une partie non vide de E. Donc, E, il est inclus dans l'union. D'accord? Il est inclus dans l'union. Et donc, T qui appartient à E va appartenir à U. D'accord? À chaque fois qu'on prend T appartenant à E. Donc, E est inclus dans U, et comme on avait U inclus dans E, on en déduit que E est égal à U. Remarque, l'axiome du choix donne le moyen de choisir simultanément un élément dans chaque partie d'un ensemble. Ce moyen, c'est donc la fonction de choix. Il est indispensable, même si l'ensemble
est infini dénombrable. Le problème, c'est pas de choisir un élément dans une partie non vide d'un ensemble. Hein. Ça, on sait faire. Hein. Les axiomes de fondation de la théorie des... Enfin, pas l'axiome de fondation, mais les axiomes de la théorie des ensembles permettent d'avoir un élément T dans X parce que X est non vide. Ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est de passer en revue toutes les parties de A et de garder en mémoire l'élément qu'on va prendre dans chaque partie de A. C'est-à-dire d'indexer l'élément pris dans une partie. Ça, on peut le faire. Dire que quel que soit X appartenant à P de A moins vide, comme X est différent du vide, il existait appartenant à X. Ça, c'est possible. Seulement, bon, une fois que le T a été pris, après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on différencie les différents éléments qu'on a pris dans les parties? Comment on relie le T à X? Si on a besoin ensuite d'utiliser en même temps les éléments T, on ne peut pas le faire s'ils ne sont pas indexés. C'est-à-dire si le T n'est pas en fait un XT, hein, ou plutôt un TX. Hein. On met un X pour se souvenir qu'il appartient à X. L'axiome du choix permet d'avoir ça. Parce que en fait, le TX, c'est f de X. Dans certains cas, on peut s'en passer. Si A est bien ordonné par une relation d'ordre partiel, toute partie B de A admet un plus petit élément MB. Donc on a une fonction de choix, mais sans avoir besoin d'axiome du choix. Il suffit que à B, on associe son plus petit élément. D'accord? Considérons maintenant une suite à n d'ensembles non vides, n appartenant à n. On ne peut pas choisir un élément simultanément dans chaque AN et le discerner des autres. On a besoin d'axiome du choix, version produit des AN quand n appartenant à n est différent du vide. Mais si au lieu d'avoir n, on a une partie finie, hein, si on a une famille finie, ça on peut le faire par un procédé de récurrence finie. C'est-à-dire qu'au départ on prend un élément, et supposons qu'à l'ordre k supérieur ou égal à 1, k inférieur à n, on a démontré que ce produit-là est non vide. Donc il y a une fonction, c'est un ensemble de fonctions ça. Il y a une fonction qu'on peut mettre sous forme de graphe, c'est-à-dire c'est un ixi, d'accord, qui appartient à pi des AI, i égale 1 à k. À ce moment-là, comme ak plus 1, alors c'est grand ak plus 1, je me suis trompé là, hop, et non vide, il existe x appartenant à ak plus 1. Donc soit g, il suffit à ce graphe de rajouter ak plus 1 x. Donc g égale f union ça. Donc g, ça va devenir une fonction, comme ça, donc un élément de ça. Parce que g appartient à ça, qui est donc non vide. Donc le procédé est héréditaire. Ensuite, comme il était héréditaire, on remplace k par n, et on obtient que le produit de 1 à n des ak est non vide. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous voyons maintenant l'ensemble de Vitali qui donne un exemple d'une partie de R qui n'est pas mesurable, qui n'est pas Lebesgue mesurable. Donc, on considère cette relation sur grand R qui dit que X est en relation avec Y si X moins Y appartient à Q. C'est évidemment, on connaît bien ce genre de relation. C'est une relation d'équivalence. Et E, c'est l'ensemble quotient R sur Q. Si alpha est une classe d'équivalence, x0, un représentant de cette classe, on a alpha qui est égal à x0 plus q, ça c'est bien connu de ces relations-là, et donc c'est l'ensemble des x0 plus r, r appartenant à q, ce qui veut dire que alpha est dénombrable. Et comme r est égal à la réunion des alpha, pour alpha appartenant à E, l'ensemble est toujours la réunion disjointe d'ailleurs, de ces classes d'équivalence, et que chacune des classes d'équivalence est dénombrable, ça ne peut pas être une réunion dénombrable, sinon ça ferait une réunion dénombrable de dénombrable, et donc R serait dénombrable. Alors là-dessus, on va exhiber une fonction de choix sur P de R, l'ensemble des parties de R privées du vide. Donc ça, c'est l'axiome du choix qui dit qu'il existe une fonction f sur cet ensemble, à direction de R, telle qu'à toute partie non vide de grand R, on associe un élément f de A qui appartient à R et qui appartient donc à la partie grand A qu'on a pris. Donc à chaque partie, on prend, la fonction de choix permet de trouver un élément qui est dans cette partie. D'accord?
Alors, si je considère une classe d'équivalence, son intersection avec 0,1 n'est pas égale à vide. En effet, si je prends x0, un représentant de alpha, je le coince entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, et par soustraction, j'ai x0 moins n qui est entre 0 et 1. Mais x0 moins n, c'est x0 plus un nombre relatif, donc plus un nombre rationnel. Et donc c'est un nombre là qui est en relation avec x0, donc qui appartient à alpha. Et en plus il appartient à 0,1, donc il appartient à alpha inter 0,1, qui est donc non vide. Voilà. Donc la fonction de choix, puisqu'il est non vide, va lui associer un élément x alpha qui appartient à alpha inter 0,1. D'accord? Et je me considère V qui est l'ensemble des x alpha quand alpha appartient à alpha. Donc x alpha appartient à alpha inter 0,1. Donc puisque tous les x alpha sont entre 0 et 1, eh bien V va être inclus dans 0,1. Donc lui, V, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Vitali, et on va montrer qu'il n'est pas mesurable. Et on va le montrer comment? En supposant qu'il est mesurable et en montrant qu'il y a une contradiction dans la démonstration qui suit. Voilà. Donc, notons d'abord que si alpha s'il y a deux classes d'équivalence différentes, x alpha est différent de x bêta, hein, puisque elles sont différentes. La classe de x alpha, c'est alpha. La classe de x bêta, c'est bêta, et elles sont différentes. Donc ça, on a ça, donc ça veut dire que x alpha n'est pas en relation avec x bêta. Considérons maintenant A, la réunion des V plus R, quand R décrit Q inter moins 1. Alors, Q inter moins 1, c'est évidemment équipotent à Q. Hein. C'est un ensemble infiniment dénombrable de nombres rationnels. Et il y en a une infinité entre moins 1 et 1. Donc, c'est une réunion dénombrable et disjointe. En effet, si je prends R différent de R' entre moins 1 et 1, donc par exemple R inférieur à R', même si ça ne sert pas dans la démonstration, si je suppose qu'il y a que V plus R inter V plus R' est non vide, je prends T qui appartient à ça, et bien ça veut dire que T moins R appartient à V, et T moins R' appartient à V. Donc ça veut dire que T moins R est un X alpha, et T moins R' est un X bêta, et je note que la différence entre les deux, ça me fait R' moins R qui appartient à Q. Donc X alpha est équivalent à X bêta. Et donc comme ils sont équivalents, ça veut dire qu'ils définissent la même place d'équivalence. Donc alpha est égal à bêta. D'accord? Et donc, puisque alpha est égal à bêta, x alpha va être égal à x bêta. Et oui. Et donc, ces deux-là sont égaux, et donc R égale R', ce qui est faux. Donc, ça veut dire que c'est bien une réunion disjointe. Hein. Les V plus R sont disjointes de Z. Alors maintenant, alors on a affaire à la mesure de Lebesgue. La mesure de Lebesgue, elle est invariante par translation. Donc si V est mesurable, V plus R est mesurable, et la mesure de V plus R est égale à la mesure de V. D'accord? Donc maintenant je prends la mesure de A, parce que c'est une réunion, V plus R est mesurable, c'est une réunion de mesurables, donc c'est mesurable. Lambda A est égal à la somme des lambda V plus R, mais ils sont tous égaux à lambda V. Donc si lambda V est égal à 0, ça fera une somme nulle. Et si lambda V est différent de 0, puisque là il y a une infinité, c'est une somme infinie dénombrable, ça fera plus l'infini. Donc lambda est égal à 0 si lambda V égale 0, et plus l'infini sinon. Mais A est inclus dans moins 1, 2. Alors A est inclus dans moins 1, 2, oui, ça je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, puisque on avait dit, je ne sais pas si on l'avait dit, mais en tout cas V est inclus dans 0, 1, donc quand je rajoute un nombre qui est entre moins 1 et 1, ça me fait qu'on va être compris entre 0 plus moins 1 et 1 plus 1, 2. D'accord? Donc il est dans moins 1, 2 et lambda est donc inférieur ou égal à la mesure de moins 1, 2, mais ça avec la mesure de Lebesgue, c'est 2 moins moins 1, c'est 2 plus 1, 3. Donc ça veut dire que lambda est inférieur ou égal à 3 et donc lambda V, puisque lambda est inférieur ou égal à 3, il n'est pas égal à plus l'infini.
Donc ça veut dire ça veut dire que lambda A est égal à 0 et donc lambda V est égal à 0. Voilà. Ça implique en fait les deux, quoi. On a lambda V et lambda A qui sont égaux à 0. Alors maintenant, on va démontrer que c'est pas possible, parce que c'est pas possible que lambda V et lambda A soient nuls, parce que 0,1 tout simplement est inclus dans A. Pourquoi? Parce que si je prends x appartenant à 0,1 et que je considère sa classe d'équivalence, que je note alpha, x alpha appartient lui aussi à 0,1, x alpha est équivalent donc à x, et x alpha est donc un x plus r où r appartient à q. Sauf que x alpha appartient à 0,1, que x appartient à 0,1, et donc la soustraction fait que r appartient à moins 1, et l'opposé de r aussi. Donc ça me fait x égale x alpha plus moins r. X alpha plus moins r, avec moins r qui appartient à... à moins 1, pas 0,1. Moins 1. Alors x égale x alpha plus moins r. Donc ça appartient à v plus moins r. Avec moins r qui est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc x appartient à A, puisque A c'est la réunion de tous les x de tous les v plus r, où r est entre moins 1 et 1. Donc x appartient à A. Donc ça signifie que à chaque fois que je prends x appartenant à 0,1, il appartient à A. Donc ça veut dire que 0,1 est inclus dans A. 0,1 est inclus dans A. Alors 0,1 est inclus dans A, et la mesure de 0,1 c'est... La mesure de Lebesgue de 0,1, c'est 1 moins 0, donc c'est 1. D'accord? Donc 1 est inférieur ou égal à lambda A. Lambda A est supérieur ou égal à 1. Et ben ça ne va pas, parce que nous, on avait trouvé que lambda A était égal à 0. Donc on a abouti à une contradiction. Et cette contradiction provient du fait qu'on avait supposé l'ensemble de Vitali, c'est-à-dire V, on avait supposé qu'il était Lebesgue mesurable. Donc en fait, cet ensemble n'est pas Lebesgue mesurable. Donc on a construit un ensemble, l'ensemble de Vitali, qui n'est pas Lebesgue mesurable. Et la propriété est démontrée. Avec l'axiome du choix, donc en supposant qu'il est vrai, eh bien dire que l'axiome de fondation est vrai, ça équivaut à dire qu'il n'existe pas de suite AI, I appartenant à I, tel que AI plus 1 appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Démonstration. Donc ça, on l'a déjà fait dans ce sens-là sans l'axiome du choix. Pour la réciproque, supposons d'abord l'axiome du choix, et puis supposons que AF est faux. Alors il existe, puisque AF est faux, X différent du vide, tel que quel que soit Y appartenant à X, ce que Y inter X est différent du vide. Alors ça, Y inter X, je l'appelle XY. Donc l'axiome du choix me dit que, puisque les XY sont différents du vide, le produit des XY quand Y appartient à X est différent du vide. Donc il existe une application F qui va de X vers l'union des XY, Y appartenant à X, tel que F de Y appartient à XY, quel que soit Y appartient à X. Donc f de Y appartient à X inter Y. D'accord? Quel que soit Y appartenant à X. X est différent du vide. Donc je vais prendre à 0 appartenant à X, et je vais définir la suite à I par récurrence, donc une suite de X par récurrence, par AI plus 1 est égal à f de AI. Ce qui est possible parce que à chaque étape, donc AI appartient à X. Et si AI appartient à X, on vient de voir que f de AI appartient à AI inter X, donc à X aussi. Mais alors, on va avoir f de AI qui appartient à AI inter X, et donc AI plus 1 va appartenir à AI inter X, et donc va appartenir à AI quel que soit I appartenant à N, ce qui contredit l'hypothèse. Voilà. Donc ça, c'est par récurrence. Alors maintenant, propriété suivante, l'axiome du choix
équivaut à dire que pour tout ensemble A non vide et toute relation d'équivalence R sur A, il existe B appartenant à P de A moins vide et une bijection F de B vers l'espace quotient Q égale A sur R, tel que F de T est égal à classe de T. Donc T va appartenir à F de T. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque classe T a un représentant unique que je note F de T. Démonstration. Dans ce sens-là d'abord, je suppose A non vide. Et j'ai l'axiome du choix. Donc il existe une fonction de choix G de P de A moins vide vers A, tel que G de T appartient à T, quel que soit T appartenant à P de A moins vide. Soit Q est égal à A sur R, parce que je pars, ce que je voulais montrer, c'est que pour tout ensemble A non vide, et toute relation d'équivalence R sur A. Donc je suppose qu'il y a une relation d'équivalence R sur A. Donc je prends Q égale A sur R, et A c'est l'union des T, T appartenant à Q, c'est même une réunion disjointe. Et je peux définir F qui a T appartenant à Q à ceci, G de T appartenant à A. C'est possible parce que T justement, qui appartient à Q, c'est une classe d'équivalence L non vide. D'accord? Alors G de T appartient à T, donc T va être égal à la classe de G de T, c'est-à-dire la classe de F de T. T, si je prends TT' appartenant à la classe de Q et que je suppose F de T égale F de T', je vais avoir les deux classes qui vont être égales, donc T égale T', donc F est injective. Donc en fait, cette fonction F qui va de là vers A, j'ai envie de dire qu'elle va de Q vers F de A. Alors on peut dire ça de la façon suivante, hein, en prenant le graphe, H est égal, ça va être l'application, ensemble des T, F de T, T appartenant à Q, qui va donc définir une bijection de Q vers B égale image de F. Alors je l'appelle phi, cette bijection, sa réciproque phi moins 1 est une bijection de B vers Q, et qu'est-ce qui se passe? Quel que soit U appartenant à B, phi moins 1 de U égale T, vérifie classe de phi de T égale T. Donc classe de U est égale à T, d'accord? C'est-à-dire phi moins 1 de U. Et donc, ça me donne bien le résultat, d'accord? C'est-à-dire que j'ai bien voilà, j'ai bien ça. Mais sauf que moi, à la place de F, c'est phi moins 1. Dans le sens inverse, donc je suppose qu'on a toujours ça de vrai, et je dois démontrer l'axiome du choix, soit I différente vide, I une famille d'ensembles non vides. Eh bien, je vais le montrer indirectement. Je vais montrer que pi des AI est différent du vide. On sait que ça implique l'axiome du choix. Donc A égale l'union des AI. E, c'est l'ensemble des couples IT, I appartenant à I, T appartenant à I, T appartenant à I. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, en fait, c'est inclus dans... C'est pas égal, hein, on est d'accord. Hein, c'est inclus dans I croire. Voilà. Soit R, la relation dans E, définie par IT, est en relation avec JT', si et seulement si égale à J. Bon, c'est évidemment une relation d'équivalence, c'est comme T appartient à I. La classe de IT, ça va être l'ensemble des JT' appartenant à E, tel qu'il faut avoir J égale I, mais en même temps T' il appartient à J, donc il va appartenir à I. Donc c'est exactement l'ensemble des JT', tel que T' appartient à I. Donc c'est I croix I. Donc E sur R, c'est l'ensemble des I croix I appartenant à grand I. D'après l'hypothèse, il y a une bijection G de B égale d'un ensemble B qui appartient à P de E moins vide sur Q qui est l'espace quotient E sur R tel que G de T est égal à la classe de T. Donc T appartient à G de T, quel que soit T appartenant à B. Quel que soit I appartenant à I, à grand I, G-1 de I à I, parce que les classes d'équivalence, c'est les I croix I, est un JT, T appartenant à J. Alors, G de JT est égal à J croix I, est égal à I croix I, donc je vais avoir I est égal à J, et puis AI qui est égal à J, d'accord? Et G-1 de I croix I, ça va être en fait, puisque I est égal à J, ça va faire IT, T appartenant à J, donc à AI. Voilà, ça fait ça. Donc, T, alors ce T là,
c'est quoi? Ça va être pi2 rond g-1 de i croix à i. D'accord? Alors, le t, il appartient à i. Hein. Alors, ou pi2, bah, pi2, c'est la projection. C'est-à-dire, quand j'ai it qui appartient à i croix a, eh bien, à it, ça envoie t. D'accord? Donc là, g-1 de i croix i, c'était it, bah, je projette, ça fait t. D'accord? Donc je vais pouvoir ainsi définir la fonction f de i vers a, qui a i appartenant à i, à ceci pi2 rond g-1 de i croix a i. D'accord? Et ce f de i, bah, je sais qu'il appartient à i, parce que t appartient à i. F de i appartient à i, quel que soit i appartenant à i. Donc en fait, j'ai f qui appartient à pi dri sur i appartenant à i, ce qui veut dire que pi dri est différent du vide, et je sais que ça implique l'axiome du choix. Une autre conséquence de l'axiome du choix, toute réunion infinie dénombrable d'ensemble non vide dénombrable est dénombrable. Si l'un des ensembles est infini dénombrable, la réunion est infinie dénombrable. Démonstration, on prend une famille dénombrable d'ensembles non vides dénombrables, et on forme la réunion. Il existe pour chaque n une fonction injective de an vers n, car n est dénombrable. Mais pour avoir cette famille fn d'injection de an vers n, on est obligé d'utiliser l'axiome du choix. On a envie de dire directement qu'il y a une famille, hein, mais ça passe par l'axiome du choix. En effet, soit n appartenant à n, on sait que la collection des fonctions de an vers n est un ensemble. F de an. Donc la collection des injections de n vers an est un sous-ensemble in de ça. In est égal à l'ensemble des fonctions en fait qui sont injectives. Donc ça veut dire ça. An est dénombrable. Donc in est non vide quel que soit n appartenant à n. L'axiome du choix nous dit alors que le produit des in est non vide. Et donc il existe une fonction f de pi des in appartenant à pi des in, c'est-à-dire une fonction qui a n à ceci, fn appartenant à in. Alors évidemment, fn, bah, c'est le fn qu'on avait avant, hein, on note fn, et c'est donc une injection de an vers n. Soit y maintenant, l'union des couples n fn de x, alors le n, là, il appartient à n évidemment, et x appartenant à n. Donc c'est inclus dans n croix n qui est dénombrable. Donc y va être dénombrable. Soit t égale ny appartenant à y. Alors, il existe x appartenant à n, tel que y égale fn de x. Mais fn est une injection de an vers n. Donc l'élément x vérifiant y égale fn de x, bon, je vais dire vérifiant 1, voilà, est unique. Alors on va le noter, fn-1 de y. Il faut y voir une notation simplement. Donc t est égal à n fn-1 de y. Ce qui permet de définir la fonction f de y vers x par ny donne fn-1 de y. Parce que si on a un autre couple p y' qui est égal à ny, ça ne va rien changer à l'image, vu que n sera égal à p, que y sera égal à y', évidemment, et donc le fp-1 de y', je remplace p par n et y' par y, ça fait fn-1 de y. Elle est surjective parce que si alpha appartient à x, bah, il existe, x c'est l'union des an. Il existe n tel que alpha appartient à n, donc y va être fn de alpha, donc y égale fn de alpha, pardon, va appartenir à n. Donc alpha va être égal, puisque fn est injective, à fn-1 de y, c'est-à-dire à f de ny. Donc je vois que alpha est un fny. Y est dénombrable, donc il existe une surjection g qui va de n vers y. Alors, f rongé est parfaitement défini, hein, puisque g va de n vers y et que f va de y vers x. Et c'est la composée de deux surjections, donc c'est une surjection. Et x est dénombrable alors. Bah oui, puisque on a une surjection de n vers x. Donc elle est dénombrable. Dénombrable,
Ça ne veut pas dire que c'est infini, hein. Ça veut dire fini ou infini dénombrable. Alors, si l'un des ensembles est infini dénombrable, ça veut dire qu'il existe K appartenant à L tel que AK est infini dénombrable. Alors, AK est inclus dans A. Et donc, A est plus grand, si vous voulez, que AK. Et donc, AK étant infini, A va être infini. Comme A est dénombrable, il est infini dénombrable. Ça veut dire équipotent à L. Alors évidemment, là, quand je parle de infini et de dénombrable, je ne refais pas toute la théorie sur la comparaison des ensembles. Donc, je n'ai pas à réexpliquer ce que c'était qu'un ensemble infini. En fait, un ensemble est infini dès qu'il contient une partie qui est infini dénombrable. Et infini dénombrable, c'est équipotent à n. D'accord ? Je vous invite à regarder la leçon qui est consacrée à ça, où j'avais d'ailleurs démontré ce résultat-là, mais sans faire allusion à l'axiome du choix. On va démontrer le théorème de Cantor-Bernstein, et avant ça, on a besoin de deux propriétés. Si A et B sont deux ensembles non vides, que B est inclus dans A et que I est une injection de A vers B, alors il existe une bijection de A vers B. Et donc il existera une bijection de B vers A. Démonstration, si A égale B, on prend l'identité qui est bien une bijection de A vers B. Sinon, on considère C0 égale A moins B qui est non vide et on définit une suite Cn par cette relation de récurrence qui porte sur des éléments de P de A moins vide parce que C0 est non vide. Et si je suppose Cn non vide, eh bien, I de Cn, qui est égal à Cn plus 1, va être non vide, parce que c'est I de quelque chose qui est non vide. Soit C égale l'union des Cn et X appartenant à A. Si X appartient à C, alors I de X appartient à B. De toute façon, I finit toujours dans B. Si X appartient à A moins C, alors X n'appartient pas à C0, parce que C0 est inclus dans C. D'accord ? Donc, comme il n'appartient pas à C0, C0 c'est A moins B, ça veut dire qu'il appartient à B. Donc, A moins C est inclus dans B. On peut donc définir une fonction B de A vers B qui à X associe X si X n'appartient pas à C. D'accord ? Donc, et I de X si X appartient à C. Hein. Et on arrive à chaque fois, on arrive dans B. Hein, puisque si X n'appartient pas à C, de toute façon, c'est dans B, d'accord ? Et si X appartient à C, I de X, de toute façon, il est dans B. Donc I de C, c'est I de union de Cn, donc c'est l'union des I de Cn, donc c'est l'union des Cn plus 1, et c'est inclus ou égal à C. La restriction J de I à C. Alors, la J, c'est injectif, donc sa restriction à C, ça va être une injection de C vers I de C, qui va d'ailleurs nous donner une bijection de I vers I de C. Donc la restriction de B à C aussi. De plus, la restriction de B à A moins C, c'est l'identité, qui est aussi injective. Et comme on a A qui est A moins C union C disjoint, on voit que B est injective, parce qu'elle est injective là-dessus et injective là-dessus. Bon. Donc c'est bon. Soit Y appartenant à B, si Y appartient à C, il existe un N, tel que Y appartient à Cn, et cet N-là, ça ne peut pas être 0, parce que Y n'appartient pas à C0 égale à moins B, parce que Y appartient à B. Donc N est supérieur ou égal à 1, donc Y appartient à Cn égale ICn moins 1, donc Y égale I de X avec X appartenant à Cn moins 1, et donc X appartient à C, et Y est égal à I de X, où X appartient à C, donc Y égale B de X. Et si Y appartient à B moins C, alors Y égale B de Y, avec Y qui appartient à B moins C, donc B est surjective, et comme elle est injective, elle est bijective. Bernstein, enfin une propriété due à Bernstein. A et F des ensembles non vides, supposons qu'il y ait deux injections, une de A vers F, une de J vers A, alors il existe une bijection de A vers F. Démonstration, B égale J de F est inclus dans A, J rond I est produit de deux injections, est une injection de A vers B. Donc il existe, puisque B est inclus dans A, d'après ce qu'on a vu précédemment, une bijection
que je peux appeler U de A vers B. Mais cette injection-là, elle induit aussi une injection de F vers B. D'accord? Donc, V-1, elle induit une bijection, pardon, j'ai dit une injection, mais je voulais dire une bijection. Donc, F ici, qui est injective, J qui est injective, hein, J de F est égal à B. Elle induit donc une bijection de F vers J de F, c'est-à-dire vers B. Voilà. Donc, V-1 va être une bijection de B vers F. Et je vais considérer F égale V-1 rond U. U, il va de A vers B. V-1, il va de B vers F. Donc, je vais avoir une bijection, parce que c'est le produit de bijection, qui va de A vers F. Donc, ça y est, j'ai trouvé une bijection qui allait de A vers F. Voyons maintenant le théorème de Cantor-Bernstein. Cantor, c'est un mathématicien allemand du 19e siècle, immense mathématicien, quasiment le fondateur de la théorie des ensembles. Et Bernstein, c'est aussi un Allemand. Cantor est né, je crois, en Russie, mais j'en suis pas absolument sûr. Et Bernstein, lui, allemand, mais un petit peu plus tard, disons que ses travaux, c'est essentiellement au XXe siècle, là aussi sur la théorie des ensembles. EF, ensemble non vide, alors il y a cette équivalence entre avoir une injection de E vers F et avoir une surjection de F vers E. Démonstration, dans ce sens-là, on a une injection, si F est égal à I de E, bah alors I est surjectif, donc bijectif. Donc I-1 est bijective et I-1 est une surjection de F vers E. D'accord ? Et donc c'est ce qu'on veut. Sinon, F privé de I de E est non vide, puisque I de E est différent de F. Et donc I, qui est une injection de E vers F, réalise une bijection de E vers I de E. C'est-à-dire que si Y appartient à I de E, on peut noter I-1 de X, l'unique T appartenant à E, vérifiant I de T est égal à Y. On fixe A appartenant à E et on définit la fonction de F vers E par Y appartient à E, donne I-1 de Y si Y appartient à I de E. Donc là, on est bien effectivement dans E. Et A si Y appartient à F moins I de E, on est encore dans E. Bon. Si X appartient à E, parce qu'il faut démontrer qu'elle est surjective. Donc je vais prendre X appartenant à E et je vais voir qu'il y a un antécédent. Si X est égal à A, on choisit un T appartenant à F moins I de E qui est non vide. Et donc on a X égale F de T. Si X est différent de A, on peut toujours dire que X est égal à I-1 de I de X. C'est-à-dire F de I, et ça c'est F de I de X, parce que I de X appartient à I de E. Donc F est bien surjective, et donc on a démontré ça. Que si on a une injection, bah, on a une surjection. Alors maintenant, supposons ça et montrons ça. Et là, on va avoir besoin de l'action du choix, parce que en soi, la démonstration est très simple. Hein. S surjection de F vers E, donc quel que soit X, S-1 de X est différent de vide, donc on a envie de dire, bon, on prend un élément dans S-1 de X. Sauf que là, la famille, c'est la famille des X appartenant à E. Bon, c'est une famille qui peut être quelconque, infinie. Hein. On a besoin de l'action du choix pour dire que le produit de S-1 de X pour X appartenant à E est différent du vide, et donc qu'il existe une application I de E vers l'union des S-1 de X pour X appartenant à E, ça s'inclut dans F, tel que I de X appartient à S-1 de X, quel que soit X appartenant à E. Soit X' appartenant à E avec X différent de X', I de X appartient à S-1 de X, I de X' à S-1 de X'. Si T appartient à l'intersection des deux, S de T égale X et est égal à X', donc X sera égal à X', ce qui est faux puisqu'on a supposé qu'ils étaient différents. Donc ça fait vide. Et donc comme I de X appartient à ça et que I de X' appartient à ça, on en déduit que I de X est différent de I de X'. Donc on a bien une injection de E vers F, et donc c'est exactement ce qu'on voulait. Conséquence, E et F, deux ensembles non vides. S'il existe une surjection de E vers F, une surjection de F vers E, alors il existe une bijection de E vers F. Bah oui, parce que s'il existe une surjection S, bah, il va exister une injection dans l'autre sens. S'il existe une surjection
S', il existe une injection dans l'autre sens. Donc il y a une injection de F vers E, une injection de E vers F, et donc on sait que, alors on l'a déjà démontré, qu'il existe une bijection de E vers F.